Même moi, je me dis, je peux pas penser ça, en fait. Je me dis, je me fais des films, en fait. C'est pas possible. Enfin, tu peux pas. Puis, on peut pas imaginer un truc pareil. Ça dépasse l'entendement. C'est humainement, c'est pas possible de s'imaginer ça, quoi. Sauf que j'ai tout sous les yeux. Mais tout, mais je veux pas, en fait, j'essaye de regarder à côté. Et c'est pour ça aussi que je lui ai posé cette question. Quand je lui ai posé la question, est-ce que tu agresses sexuellement, je voulais l'entendre ce nom quelque part. Je voulais l'entendre parce que c'est la première fois de ma vie où je voulais avoir tort. Mesdames, Messieurs les magistrats, il y a 2 ans, j'ai déposé plainte contre mon mari pour viol incestueux aggravé sur notre bébé de 6 mois. N'ayant aucun doute sur les agissements de mon mari, j'avais installé des caméras cachées pour récolter des preuves, et j'en ai eu. Oui, il s'était pris une passion pour changer les couches, pour rester seul avec, alors qu'il n'avait jamais vraiment... il s'était jamais occupé de... ni dans les choses du quotidien, donc changement de couche, repas, ni... il avait une façon de la porter aussi qui me perturbait. C'est-à-dire comme un sac. J'étais témoin de son mariage, de son mari. Donc son mari qui, à l'époque, il nous a pas présenté ses amis. Il n'avait pas d'amis. Je reçois un coup de fil de Séverine et elle me dit de venir tout de suite à la maison. Elle a besoin de moi, donc j'y vais. Et là, elle me raconte ce qui se passe, les soupçons, les doutes qu'elle avait. Je dis voilà, je doute que Florian touche. Enfin, pour moi, c'est irréel ce genre d'histoire, donc je dis non, mais tu racontes n'importe quoi. Je voulais pas le voir, je voulais pas que ça devienne concret. Voilà. Et jusqu'au 11 avril 2022, donc je me souviens très bien, c'était un lundi, j'étais dans la cuisine en train de faire un risotto et j'avais le babyphone qui était branché. Et là, donc il change la petite, il va changer la petite, et dans le babyphone, j'entends qu'il parle avec la petite et qu'il lui dit « Oh, t'as les fesses rouges !» Oui, t'as les fesses rouges. Il lui dit 3 fois, oui, t'as les fesses rouges. Et là, il dit, papa, il va mettre la crème. Hein. Et là, je prends le babyphone, je coupe le feu de la gazinière, enfin, je coupe le feu, j'écoute. Et là, il lui dit, on va jouer à un jeu tous les deux. Et il lui dit, et il commence à faire un bruit avec sa bouche, il fait un tchou, 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 tchou. Il fait ce bruit avec sa bouche qui n'arrête pas, et ça dure, ça s'arrête pas. Et là, je suis à un stade où je vais aller dans la chambre, mais j'y arrive pas, en fait. J'arrive pas à marcher, en fait. Je suis collée, j'ai l'oreille collée au babyphone. Et j'entends ce bruit qu'il fait avec sa bouche. Et au bout d'un moment, mais ça a duré quand même longtemps, j'entends qu'il sort. Moi, donc on avait une cuisine qui était ouverte sur le salon. J'arrive dans le salon, il me donne la petite dans les bras, je la prends, je m'assois sur le canapé parce que je me sens pas bien. Et enfin, ma fille fait un bruit. Elle fait caca et ça fait beaucoup de bruit, en fait. Donc on entend qu'elle fait caca. Et là, il me regarde et il me dit... C'est la crème que je lui ai mise qui l'a fait chier. Et là, je le regarde, je lui dis, attends. Je lui dis, la crème, elle se met à l'extérieur, en fait, pas à l'intérieur. Et là, il me fait un petit sourire en coin et il part. Et elle me dit, bah écoute, moi j'en suis sûr, j'en suis persuadé. Puis elle me raconte tous les doutes par rapport au changement de couche, par rapport au fait qu'il veut rester avec elle pour lui changer la couche tout seul. Et puis bon, elle me dit, écoute, on va installer des caméras, tu me donnes un coup de main pour installer des caméras de surveillance. Elle a acheté des caméras, les camouflées, c'était un réveil, puis un détecteur de fumée. Donc on se donne rendez-vous sur le parking, donc je lui laisse la petite, et j'avais prévu, j'avais peur qu'il y ait un bug avec les caméras, qu'on n'arrive pas à se connecter dessus. Donc je mets la petite dans son transat, et je lui dis, tu lui donnes son petit pot de compote. Donc il était censé lui donner son petit pot de compote. Elle avait 6 mois, donc elle mangeait assez lentement. J'avais à peu près 20 minutes. Je m'étais dit, si jamais on a un bug avec les caméras, mon ami pourra les reconfigurer. Enfin bon. Je pose ma fille dans son transat, je lui donne le petit pot de compote. Je pars de l'appartement, donc il est 17h. Je retrouve mes amis en bas, donc dans le parking en bas de chez moi. Séverine donc me rejoint, on allume, et puis 2-3 minutes après... il se précipite dans la chambre et il cherche quelque chose. Mais même pas 2 minutes après que j'ai franchi la porte, on le voit foncer dans la chambre, donc c'est-à-dire qu'il lui a pas donné à manger.
Il lui a pas donné son petit pot de goûter. Il arrive avec la petite dans les bras. Et là, on le voit se diriger dans un coin du lit. Et là, en fait, il sort un sextoys, quoi, avec mon bébé dans les bras. Il prend un sextoys. Et là, c'est... Là, je suis avec mes amis, on voit ça sur les images. Je bascule dans l'horreur parce que je m'attendais pas à ça, en fait. Je savais qu'il lui faisait du mal sexuellement, mais à aucun moment, je pouvais imaginer que c'était avec l'utilisation d'objets comme ça, quoi. Puis elle me dit, il cherche un god. Et je dis, non, mais attends. Enfin, pour moi, c'était tellement... En fait, je l'ai tout de suite cru et suivi, mais il y avait une part de moi qui me disait que c'était pas possible. Enfin, on allait voir je sentais qu'on allait voir quelque chose qu'on voulait pas, et en même temps, j'espérais que ça n'arrive pas, qu'elle s'était trompée, mais oui, il a pas fallu 2 secondes, il était en train de lui donner une compote. Et là, c'est le choc. Enfin, on le voit se précipiter dans la chambre et il prend un sextoys, un god, et puis la petite dans les bras. Touche pas l'orange, touche pas l'orange. Touche pas l'orange. Putain, touche l'orange. Il va toucher l'orange. C'est bon, j'en suis sûre. En fait, c'est un god. Attends. Il a pris un god. Il a pris un god. Il a pris un god. Attends. Mon Dieu. C'est bon. C'est bon, Anaïs. Là, t'as l'horloge, toi, là-bas? déjà, il la laisse toute seule sur le... Ouais, alors que ça, nickel. je les ai plein de fois comme ça. Je suis pas en plein écran. Mon Dieu, je vais mourir. Ouais. Attends. Allez, putain, bug pas. Personnellement, je tremblais. Enfin, j'avais envie de monter le voir. Et donc, on le voit prendre ce truc avec la petite. Il est dos, donc là, sur les images, il est dos, donc on n'arrive pas à voir ce qu'il fait exactement. Il le pose, et là, il prend un autre sextoys, à usage exclusivement féminin, et il part dans le salon avec. Et dans le salon, j'ai pas de caméra. Et en plus, il y avait un côté où je m'en voulais, parce que au tout départ, elle voulait mettre une caméra dans le salon. Et je lui ai dit, mais c'est pas possible. Le salon, la porte d'entrée donne sur le salon. S'il veut faire quelque chose, s'il va se passer quelque chose, c'est forcément dans la chambre. Parce que si elle revient à l'improviste, la porte d'entrée, elle ouvre, on donne sur le salon. Et je m'en voulais parce qu'en fait, là, il était dans le salon avec la petite, avec des objets, des sextoys, et on ne voit pas. Et là, en fait, c'est l'horreur, parce qu'on ne voit pas, on imagine. Et puis il revient, il essuie frénétiquement avec des lingettes, il prend plein de lingettes, il essuie des sextoys, il repart, il revient, il cherche quelque chose. On est paniqués, en fait. Moi, mon ami, mon autre ami, on est tous les trois, on est en panique. On le voit sur les images avec ce sextoys et la petite dans les bras. On sait pourquoi on met les caméras, nous. Là, on est en panique totale. Quand on a vu ça, ça criait, elle a dit, mais il prend un sextoys ou un god, je sais pas ce qu'elle avait dit, mais c'était presque ça. Et elle tremblait, voilà. Tout de suite, on appelle les gendarmes. Donc on coupe un portable et j'appelle la police à la base. On appelle la police, on leur explique la situation et ils nous disent surtout, vous n'intervenez pas, vous nous attendez. Et je dis, mais dépêchez-vous, parce que là, pas intervenir, c'est impossible. Puis on le voit revenir dans la chambre pour essuyer ces mêmes sextoys de manière frénétique avec des lingettes désinfectantes. Les gendarmes sont intervenus en délit de flagrance. Il est resté 48 heures en garde à vue. Il y fera des révélations stupéfiantes, je cite, « J'ai besoin de me vider, d'éjaculer tous les 3 jours, sinon j'ai très mal en bas du ventre. » Il reconnaîtra son obsession à vouloir changer les couches de notre fille. « Je ne vous mentirai pas, monsieur, j'adore lui changer la couche. » Alors déjà, le mardi,
On devait amener notre voiture au garage. Et il insiste pour que j'aille, moi, amener la voiture au garage. Et je refuse. Et vraiment, il insiste, jusqu'au point où on se dispute. Et il finit par amener la voiture. Et il me dit... Donc, il voulait changer la petite, une fois de plus. Et il me dit, de toute façon, quand je rentre, c'est moi qui la change. Donc, je dis, OK. Bon, de toute façon, j'avais compris. Donc ça ne m'étonnait pas plus que ça. Donc, je téléphone à mon ami à ce moment-là. Et je lui raconte encore ça. Je lui dis, écoute, il voulait changer la petite. Fallait amener la voiture au garage. Il me dit, quand je rentre du garage, c'est moi qui la change. Voilà. Donc, je le laisse pas faire. Le lendemain, il rentre du travail. La première chose qu'il fait, c'est qu'il me prend la petite que j'avais dans les bras et il me dit, je vais changer la petite. Et là, je lui dis, non, je viens de le faire. Et il me dit, pourquoi tu m'as pas attendu? Et donc, je lui dis, il faut que j'attende que tu sortes du travail pour changer la petite. Et il me dit, oui. Donc, c'est-à-dire qu'il continue dans son truc, quoi. Il me dit, oui, je t'ai dit, maintenant, c'est tout le temps moi qui la change. Donc voilà, donc comme je ne voulais plus qu'il la touche, je profite qu'il part se brosser les dents pour changer la petite et en même temps je lui change son pyjama. Il sort de la salle de bain, il voit qu'elle a plus le même pyjama et là il me dit « Tu lui as changé le cul ?» Comme ça. Et là je lui dis « Oui ». Et là il dit « Merde !» Et là je regarde, je lui dis « Mais quoi merde ?» Je lui dis « Quoi merde en fait ?» Et il me dit « Je t'ai dit que je voulais le faire. » Je dis « Ouais, j'ai bien compris, j'ai bien compris. » La nuit du mercredi au jeudi, donc j'ai rien dormi de la semaine. À 4h du matin, donc j'expliquerai l'heure après. Donc dans la nuit, en fait, je le vois qui se lève et qui réveille ma fille qui était dans le cododo, en fait, dans le lit à côté de nous. Et donc je lui dis, tu fais quoi? Et il me dit, elle est réveillée, je l'amène dans le salon avec moi. Je lui dis non. Je lui dis, tu la laisses là. Il me dit, je vais lui donner à manger. Je lui dis à 4h du matin, ça fait. Donc je regarde l'heure. Je regarde l'heure. Je lui dis, il est 4h. Il était 4h14. Du matin, exactement 4h14 du matin. Je lui dis, elle mange plus à cette heure-ci en fait, la petite. Et je lui dis, c'est bon, je suis réveillée, je m'en occupe. Et il me dit, mais non chérie, t'es fatiguée, repose-toi, je m'en occupe. Et donc je ne lâche pas l'affaire, on se dispute à 4h du matin. Je lui dis, bon, occupe-toi de toi, je m'occupe de la petite. Il me dit, mais je te la redépose avant de partir à 7h. Je lui dis non en fait, donc je lâche pas l'affaire. Donc il finit par partir. Donc il était 4h14 du matin. À 4h21, le lendemain, je me connecte en fait avec son autre téléphone, bref, et je vois qu'il était sur tous les sites porno possibles à 4h21 du matin. C'est-à-dire, quelques minutes après avoir insisté pour partir avec mon bébé dans le salon, il était sur tous les sites porno où il y avait les photos, enfin des trucs dégueulasses. Et pourquoi? Et expliquera qu'on risque de retrouver son ADN sur les sextoys, car il les a testés sur lui, c'est-à-dire qu'il les a introduits dans l'anus alors qu'il était seul avec mon bébé. Il dira également que quand on aime son enfant, on aime tout faire avec. L'ADN de mon bébé de 6 mois a été retrouvé sur plusieurs sextoys, d'autres que ceux manipulés lors des enregistrements vidéo, ce qui prouve que ce n'était pas la première fois. La justice a classé ma plainte infraction insuffisamment caractérisée. Donc, les gendarmes arrivent sur les lieux. Oui. Vous êtes avec eux. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Et ben, du coup, il y a d'abord 2 personnes qui arrivent, 2 femmes, qui le mettent dans une chambre. Donc, elles le menottent et elles lui posent des questions. Une autre qui me pose des questions à moi dans une autre pièce. Et puis là, il y a plein d'autres gendarmes qui arrivent, quoi. Ça défile, il y en a plein. Il y en a de partout dans l'appartement. Et là, pareil, je vois qu'ils rigolent avec les gendarmes. Donc il est menotté, et il essaye de faire des blagues. Il sait pourquoi ils sont là, hein. Ils ont bien compris, enfin il a bien compris, ça a été bien expliqué, quoi, et il rigole avec les gendarmes. Donc déjà moi je suis très... Vous entendez les gendarmes rire aussi ou pas? Non, eux par contre je les ai pas entendus rigoler avec lui, mais lui par contre il essayait de faire de l'humour, quoi. D'accord. Dans un moment comme ça. Mais même ça me paraît complètement délirant. Et puis, par moments, ils changent de comportement. Quand ils sont en train de perquisitionner notamment ces sextoys, on est dans la chambre, donc il est assis sur le lit avec ses menottes. Donc là, les gendarmes procèdent à la perquisition des objets. Et il me regarde et il me dit « Je t'en veux pas, Sève, je t'en veux pas ». Là, je me dis « Mais pareil, si il est innocent, je me mets à la place de quelqu'un d'innocent qui est menotté avec, je sais pas, peut-être 15 gendarmes dans l'appartement. Mais il peut pas me dire qu'il m'en veut pas à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils saisissent, ces gendarmes? Ils saisissent 4 sextoys. Donc les 2 qu'il a manipulés au moment où on a enregistré les images. Les lingettes
également? Alors, pas tout de suite. Ils sont revenus le lendemain pour perquisitionner les lingettes. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas encore vu les images. Pour au final, ne jamais les faire analyser. Le portable est saisi également ou pas? Ils saisissent 3 téléphones portables, donc les siens. Le vôtre aussi? Non, uniquement les siens. Il avait 3 téléphones, lui? Oui. Il ne perquisitionne pas son ordinateur portable. Pourquoi? Je ne sais pas. Le procureur général de Grenoble va me répondre par écrit qu'effectivement, le comportement du mis en cause sur les images filmées à son insu interroge, notamment le fait qu'il manipule des sextoys en compagnie d'un enfant. Mais en l'absence de preuves médico-légales probantes, il classe. Alors même que le médecin légiste relève une coloration rouge sombre des petites lèvres, pas typique d'une vulvite, et que l'hypothèse d'une agression sexuelle ne peut être exclue. Le procureur ne s'explique pas sur l'ADN de mon bébé de 6 mois retrouvé sur ces sextoys. Ces recherches ADN qui ont quand même coûté 9 000 € à la société. Alors pourquoi ? Et le lendemain, donc le dimanche, il m'appelle vers 11h, donc un des gendarmes, et me dit ramenez-nous un chargeur pour son téléphone portable, un chargeur. Bon. Et donc je me rends à la gendarmerie pour donner ce chargeur. Et sauf que là, on m'installe dans une pièce, enfin dans un endroit, et on me pose des questions. Sans que je sois avertie de cet interrogatoire, si je puis dire. Et le gendarme commence à me hurler dessus, mais très clairement, où il me dit mais madame, mais vous comprenez ça Ah oui, parce qu'entre-temps, ma fille a été vue par un médecin légiste, j'ai oublié ça. Donc le samedi matin, on m'envoie dans une unité médico-légale donc pour amener ma fille, où le médecin légiste va l'ausculter. Dans son rapport, il va noter qu'elle a une coloration rouge sombre des petites lèvres pas typiques d'une vulvite, donc il ne sait pas trop ce que c'est. Et lui, clairement, va me dire devant témoin, vous avez sauvé votre fille, madame, quoi. Et je le pensais aussi à ce moment-là. Je pensais qu'à ce moment-là, et moi il est encore en garde à vue, enfin voilà, je pensais aussi que je l'avais sauvé. Et donc le dimanche matin, je suis convoquée donc, par les gendarmes, et là ils commencent à me poser plein de questions sur notre vie intime, déjà, sur l'utilisation de ces objets-là, donc je lui réponds. Et puis il va me dire mais madame, mais vous comprenez pas que tout ça c'est dans votre tête, votre mari vous aime, il aime vos enfants. Et là je lui dis non mais attendez, vous plaisantez. Je lui dis je ne dépose pas plainte parce que je me plains que mon mari ne m'aime pas. Je lui dis c'est pas ça que je reproche là. Je dis vous me dites que mon mari m'aime mais je vous dis pas le contraire. Peut-être qu'il m'aime. Je vous dis qu'il viole ma fille. C'est quand même pas pareil, quoi. Et j'apporte des preuves. Je mets des caméras parce que j'en arrive à un stade où j'ai plus de doute. On le voit se précipiter dans la chambre, mais 2 minutes après mon départ, prendre des sextoys. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus, en fait? Et donc, je m'énerve. Vraiment, je m'énerve avec ce gendarme. Enfin, je comprends pas. Et là, je me mets à trembler, à pleurer. Il me dit, mais il va sortir, de toute façon. Et là, mon monde s'effondre. Enfin, je me dis, mais il peut pas le laisser sortir. Enfin, pour moi, c'est inconcevable. Pour moi, c'est inconcevable. Et puis, il rajoute, et de toute façon, il aura le droit de voir la petite. Et là, je me mets à hurler dans la gendarmerie, en fait. Je lui dis, ah non, ça va pas être possible. Je lui dis, ça va pas être possible. Et je commence à m'énerver, je pleurais. Je lui dis, bon, bah, allez, c'est bon, je veux rentrer chez moi, je veux partir. Et donc, il me remet à l'accueil, en fait, et il me dit, vous restez là. Et donc, au bout d'un moment, je me dis, non, je me lève, je vais voir la personne qui est à l'accueil, c'est une femme. Je lui dis, je veux rentrer chez moi, parce que la porte de la gendarmerie était fermée, en fait, je pouvais pas sortir. Je lui dis, vous m'ouvrez la porte? Je dis, je veux rentrer chez moi. Je tremblais, j'étais vraiment pas bien. Et elle me dit, ben non, je peux pas vous laisser sortir. Je dis, non, mais en fait, si, parce que moi, je dis, moi, qu'est-ce qu'on me reproche là concrètement? Je dis, je veux rentrer chez moi, je me sens mal, je me sens pas bien, je veux rentrer chez moi. Et elle me dit, donc elle va chercher le gendarme, il revient, il me dit, non, vous restez là, je veux que ma collègue, elle vous voie. Et je lui dis, pourquoi faire? Pourquoi faire? Vous me croyez pas? Pourquoi faire? Votre collègue va me voir, en fait, ça sert à quoi? Et là, donc, je patiente et j'en peux plus à ce moment-là. Enfin, j'ai des larmes qui coulent toutes seules. Pourtant, je suis pas du genre à être fragile. Mais en fait, j'ai les nerfs qui lâchent. J'ai les nerfs qui lâchent. Enfin, je me dis, mais c'est pas possible. Donc, sa collègue vient, elle me rassoit à un autre endroit. Lui, il est à côté, donc il entend tout ce qu'on dit. Et là, elle me dit, oui, madame, vous êtes une maman louve. Hein? Elle me dit, vous avez cru que... Et là, je dis, ah non. Et là, pareil, je commence à m'énerver. Je dis, bon, vous avez des enfants, madame? Elle me dit, oui. Je lui dis, si demain, votre mari se découvre une passion pour changer les couches de votre bébé, mais une passion au point où il se contrôle même plus, que c'est pulsionnel, vous allez trouver ça normal. Et là, je commence à enchaîner et elle me dit, stop, attendez, on sort. Et là, elle me fait sortir de la gendarmerie, mais pas du côté officiel, quoi, dans un endroit où il y a un parking derrière.
Elle me dit, vous fumez? Je lui dis oui. Elle me dit, ben, est-ce que vous avez une cigarette à me donner? Donc je lui donne une cigarette. Donc on fume une cigarette. On est toutes les deux donc sur ce parking, de l'autre côté de la gendarmerie, à l'extérieur. Et elle me dit non, mais je lui dis non, mais attendez. Je lui dis attendez. Je lui dis moi, je n'ai pas le moindre doute sur ce qu'il a fait à ma fille en fait. Je lui dis mais dites-moi, ce serait quoi mon but dans cette histoire? Je suis en train de voir toute ma vie partir en l'air. Je perds tout, moi, dans cette histoire. Je perds absolument tout. Je perds mon mari, je perds ma maison, je perds tout. Je dis, je vais me retrouver seule avec 2 enfants. Je dis, ce serait quoi mon but, en fait? Je comprends pas. Et elle me dit, madame, moi... Et je hurlais. Et elle me dit, madame, moi, je vous crois. Et elle m'attrape par les épaules parce qu'elle sent que... qu'en fait, c'est trop. En fait, c'est trop. Et elle m'attrape par les épaules. Elle me dit, madame, moi, je vous crois. De tous ces dysfonctionnements dont vous avez été témoin, est-ce qu'il y en a un qui est lourd à porter encore aujourd'hui? À moi, aujourd'hui, ce qui me perturbe le plus, c'est pourquoi ils ont détruit les preuves. Ça, c'est vraiment le truc, j'ai besoin d'avoir une réponse. Pourquoi ils ont détruit les preuves devant lui? C'est-à-dire qu'ils l'ont fait venir à la gendarmerie le 15 octobre 2022, et d'ailleurs, j'ai retrouvé le document de mon avis de classement à victime. Et ça, c'est super intéressant, parce que sur le document d'avis de classement à victime, il y a la date victime avisée le 19 octobre 2022. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait venir avant à la gendarmerie, détruire les preuves, tous les scellés de preuves devant lui, et ils m'ont avisé ensuite du classement sans suite. C'est-à-dire que même si j'avais réagi dans la seconde, c'était déjà trop tard. Ils avaient déjà effacé, supprimé, ils avaient déjà détruit tous les scellés, quoi. Ils m'ont laissé aucune chance de me retourner, rien. Même si j'ai contesté l'avis de classement derrière, c'était déjà trop tard. Tout était déjà détruit. Ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai pu intégrer des groupes de mamans qui ont déposé plainte pour inceste aussi. Et en fait, on s'échange beaucoup d'infos, de choses comme ça. Et quand je leur parle que la juge a ordonné une expertise judiciaire psychologique, toutes elles me disent fais gaffe, attention, enregistre, on n'y va pas seul, parce que à chaque fois, en fait, ils retournent ça contre nous. Je dis ok. Donc à la base, j'avais trouvé quelqu'un qui devait m'accompagner, et puis donc un médecin. Et puis au dernier moment, elle n'a pas pu se libérer, donc je dis je vais enregistrer mon expertise de psy. Et je me dis heureusement que je l'ai fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, entre ce qui se dit pendant mon expertise, donc ce que me dit l'expert, ce que je réponds, et ce qui est noté dans son rapport, mais c'est l'opposé, en fait. Il marque l'inverse de ce qu'il me dit pendant l'expertise. Vous avez un exemple? Oui, bien sûr, pas qu'un. Déjà, il va me dire pendant l'expertise qu'il a déjà expertisé monsieur. Il va me demander ce que je pense de lui. Je lui dis, en fait, moi j'ai porté plainte contre lui pour viol sur ma fille. Ce que je pense de lui, c'est que c'est un pervers, c'est un pédophile, un pédocriminel, que c'est un menteur, un manipulateur. Et il me répond, j'ai déjà expertisé monsieur et je suis plutôt d'accord avec vous. Donc bon, je me rassure, je me dis, tant mieux, c'est qu'il a vu un peu à qui il avait affaire, qu'il n'a pas réussi à le manipuler lui. Ensuite, il va me dire, donc il va m'appeler toujours Madame Séverine Durand, là ça l'entend dans les audios, Madame Séverine Durand, aujourd'hui, donc la juge des enfants me mandate pour que je vous expertise, et elle me demande, est-ce que Madame Séverine Durand est en capacité de s'occuper de ses enfants? Donc il me répond, oui. Il me dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous occuper de vos enfants. Donc, je vais répondre à la juge dans ce sens-là. Je dis, très bien. Ensuite, il me dit, la juge me pose une deuxième question. Est-ce que Madame Séverine Durand représente un danger pour ses enfants? Et là, il me dit, vous les nourrissez? Je lui dis, oui. Vous les frappez pas? Je lui dis, non. Il me dit, donc, il n'y a pas de danger. Il me dit, donc, je vais répondre dans ce sens-là, la juge, qu'il n'y a pas de souci, que vous êtes en capacité de gérer et de vous occuper de vos enfants. Résultat, il marque l'inverse. Dans son rapport d'expertise. C'est-à-dire qu'il va dire que je suis une femme psychorigide, donc il me pathologise, si je puis dire ainsi, sans m'avoir fait passer aucun test, mais juste parce qu'il dit que je suis sans doute ni nuance par rapport à cette histoire, qu'il ne veut pas en entendre parler d'ailleurs. C'est-à-dire que dès le début de l'expertise, quand je lui parle du pourquoi on est là, c'est-à-dire de la juge des enfants qui ordonne ça, parce que j'ai déposé plainte, parce que j'ai dénoncé un crime. On en est là pour ça, en fait. J'ai dénoncé un crime, j'ai dénoncé ce que faisait mon mari. Et donc, il me dit tout de suite, il me dit, Madame, je ne veux pas entendre parler de ça.
de savoir que si votre fille a été violée ou pas, ça ne m'intéresse pas. Si ça t'intéresse pas, on est mal barré parce qu'on est là pour ça, en fait. Enfin, il me dit, j'ai pas été mandatée au niveau du pénal. Il me dit, je suis là pour le civil. Et moi, je dois juste comprendre et savoir si vous êtes en capacité de gérer vos enfants. Oui. Mais on peut pas, en fait... on est là parce que j'ai déposé plainte. On peut pas nier ça. En fait, cet élément-là, il peut pas être mis de côté, en fait. Je suis en contact avec le chef de l'enquête de la gendarmerie, en fait, celui qui mène l'enquête, quoi. Donc, je l'appelle assez régulièrement pour avoir des nouvelles, et notamment les fameuses analyses ADN des objets sexuels qu'ils ont perquisitionnés. Parce que pour nous, tout reposait là-dessus, en fait. Puisqu'ils disent que les images ne suffisent pas, que ce que décrit le médecin légiste, ça suffit pas, ben, on s'est dit, bon, ben, s'il y a de l'ADN, ça va peut-être suffire, quoi, à un moment donné. Et j'arrive pas à avoir les résultats de ces analyses, quoi. Et là, je me rends compte que le gendarme, en fait, me dit tout et son contraire au téléphone, quoi. C'est-à-dire ? Ben, c'est-à-dire que... alors, il va me dire, une fois au téléphone, par exemple, qu'il a demandé une mesure d'éloignement au parquet. Le lendemain, je l'ai de nouveau au téléphone, donc il me dit, oui, le vendredi, c'est difficile pour joindre le parquet, mais la mesure d'éloignement est en cours. Je dis, bon, bah, OK. La semaine d'après, je l'ai de nouveau au téléphone, donc je lui demande où est-ce que ça en est, la mesure d'éloignement. Et là, il me répond, mais je vous ai jamais dit ça. Et là, je lui dis, si, la semaine dernière, vous m'avez dit qu'en plus, le vendredi, c'était compliqué pour joindre le parquet. Et il me dit, ah, non, je vous ai jamais parlé de mesure d'éloignement, je vous ai jamais dit ça. Bon, l'avantage que j'avais, c'est que quand je l'appelais, j'étais pas seule. Il était sur haut-parleur, et du coup, j'étais avec une amie. Et je lui dis, non, mais attends, je te dis, je suis pas folle quand même. Elle me dit, non. Elle me dit, t'as dit ça. Et elle m'a redit exactement ça. Elle m'a dit, t'as dit que le vendredi, c'était dur à joindre le parquet, mais que c'était en cours. Elle me dit, non, t'es pas folle. Elle me dit, là, il est en train de se moquer de toi, quoi. Le 9 juin, donc je suis toujours chez mon amie, donc je suis cachée chez elle, donc c'est-à-dire que je vis chez elle à ce moment-là, hein. C'est-à-dire quand j'ai des contacts avec la gendarmerie, je ne suis plus à mon domicile, je vis chez cette amie. Il m'appelle le 9 juin, et là il me dit, bon ça y est, j'ai bouclé l'enquête, j'ai tout envoyé au procureur, et le procureur a saisi le parquet, a saisi un juge, quoi. Et moi je me dis, bon ça y est, et là je me sens un poids libéré, quoi. Je me dis, bon bah c'est bon, il a saisi un juge, ça y est, c'est fini, quoi. Et puis, je contacte les associations qui suivent mon affaire, puisque j'étais rentrée en contact avec des associations pour m'aider. Et là, une écoutante d'une association me dit « Rappelez le gendarme et demandez-lui quel juge a été saisi. Est-ce que c'est un juge d'instruction ou est-ce que c'est un juge aux affaires familiales ?» Parce qu'elle me dit « Ça change toute la procédure. » Moi, je suis complètement novice. Je ne sais pas ce que c'est qu'un juge d'instruction, je ne sais pas ce que c'est qu'un juge aux affaires familiales, je n'ai jamais eu affaire à la justice. Donc je dis « Ok », j'essaye de joindre le gendarme, j'arrive pas à le joindre. J'arrive à le joindre plus d'une semaine après. Et donc, je lui pose cette question. Je lui dis, écoutez, moi, il y a une asso qui suit mon dossier, qui me demande quel juge a été saisi par le procureur. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est un juge d'instruction ou un juge aux affaires familiales? Et là, il me dit, mais je vous ai jamais dit ça. Et là, je pète un plomb. Je dis, non, mais attendez. Et je dis, vous plaisantez? Il me dit, ah non, je vous ai jamais dit ça. De toute façon, l'enquête, elle n'est pas terminée. J'ai pas fini. Je dis, ah non, mais là, il se moque de moi. Et là, je m'énerve au téléphone. Je dis, attendez, là, il y a un problème, quoi. Je dis, moi, je sais très bien ce que vous m'avez dit la semaine, il y a plus d'une semaine. Vous m'avez dit, le parquet, que vous aviez bouclé l'enquête, que vous avez tout envoyé au procureur et qu'il avait saisi le parquet, un juge. Donc voilà, quel juge a été saisi? Et il me dit, je vous ai jamais dit ça. Quelques temps après, donc je retourne à la gendarmerie pour faire un complément de plainte. Parce que je me suis souvenue de choses que je n'avais pas dit dans mon premier dépôt de plainte, parce que là j'étais encore sous le choc, et je voulais ramener, donc j'avais ramené une clé USB avec des photos et des vidéos où notamment on voyait en fait des traces sur ma fille. Je voulais qu'ils rajoutent ça dans l'enquête, parce que c'était avant que l'enquête soit terminée, avant qu'ils me disent que l'enquête soit terminée. Et là je l'enregistre. Et quand je me rends à la gendarmerie, il me dit non mais madame, moi je ne prends pas votre complément de plainte. Il me dit, je ne prends pas vos éléments nouveaux, quoi. Il me dit, de toute façon, vous avez qu'à écrire au procureur. Il me dit, de toute façon, vous êtes complètement parano.
Je me dis, bon, le gendarme, il n'est pas top, mais bon, il n'est pas tout seul. Et j'ai confiance en la justice. C'est-à-dire qu'à ce moment précis, j'y crois. Enfin, je me dis, bon, ben, un procureur, il y a un juge qui va être saisi. Enfin, il y a forcément... ça ne peut pas s'arrêter là. Pour moi, à ce moment-là, c'est pas possible. Par la suite, je vais comprendre qu'il y a un problème. Et là, pareil, donc là, je suis en audience. Bon, on n'a pas le droit de parler dans les audiences JAF, c'est assez compliqué. Son avocate ment, mais elle ment. Et là, c'est horrible, parce qu'on entend des choses qui sont fausses. On n'a pas le droit de parler. Et donc, c'est... Enfin, on se demande comment c'est possible. C'est-à-dire, l'avocat ment, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu? Elle ment sur quoi? Déjà, elle dit au juge que moi, mon seul but dans la vie, c'est d'élever mes enfants seuls, que j'ai déjà fait ça dans le passé, ce qui est complètement faux. Elle va m'attaquer sur ma personnalité, sur des choses qui sont fausses. Elle va dire que je suis en dépression, que je suis sous antidépresseurs, ce qui est complètement faux. La juge délibère, donc elle me laisse l'autorité, elle me laisse la garde exclusive. Donc elle marque dans son jugement que rien ne prouve son innocence, d'accord, mais qu'il est anormal qu'il soit coupé de tout contact avec sa fille. Donc là, pareil, je comprends pas. Donc ça, c'est le tout premier JAF que j'ai. Donc elle dit que rien ne prouve son innocence. À ce moment-là, la plainte n'est pas encore classée, on n'a pas l'avis de classement. Donc la procédure est en cours, mais qu'il est anormal qu'il soit coupé de tout contact avec sa fille. Donc elle désigne un centre de visite médiatisé. Et au final, lui, entre-temps, saisit un juge, mais pour le divorce cette fois-ci. Parce qu'il faut comprendre que pendant 2 mois, il m'a harcelée pour qu'on se remette ensemble, qu'il m'envoyait des mails où il m'appelait ma chérie, mon cœur, mon amour. Et quand il a vu que je répondais pas, il s'est mis en couple avec une autre femme qui avait 6 enfants, dont 5 filles. Et le mois d'après, on repasse en audience devant un autre juge aux affaires familiales, un homme cette fois-ci. L'audience se passe très mal. Et ce juge va marquer dans son jugement, entre-temps on a eu le classement sans suite, j'ai oublié ça. Donc on a la réponse du parquet qui nous dit qu'il classe la plainte sans suite. Bon, déjà là c'est un choc inimaginable parce qu'on s'attend à tout sauf à ça, quoi. Pour quel motif? Infraction insuffisamment caractérisée. Il marque dans le jugement, les craintes de madame sont entendables, au vu des éléments de preuve quand même, mais il lui laisse l'autorité parentale et des droits de visite dans un centre. Donc il parle de visite médiatisée, alors que normalement les JAF ne peuvent pas mettre de visite médiatisée, il n'y a que les juges des enfants qui peuvent faire ça. Et il désigne un centre à Grenoble, donc il change de centre, c'est plus le même que le mois d'avant, que la juge d'avant. Et dans ce centre, quand je me rends au rendez-vous, la personne me dit « mais nous, on ne fait pas de visite médiatisée ». Elle dit, nous, on a un centre de visite en lieu neutre, on a un passage de bras quelque part, en fait, quand il y a des conflits entre les parents. Et donc, elle parle, il est là, lui aussi. C'est-à-dire que là, on est convoqués tous les deux. Donc, il est à côté de moi. Donc, elle me demande de raconter l'histoire. Donc, je raconte tout à côté de lui. Et elle me dit, madame, si vous pensez que votre fille est en danger en présence de monsieur, elle dit, vous ne signez pas la convention, vous ne l'amenez pas. Elle dit, nous, on n'est pas là pour gérer les cas d'inceste. Elle me dit, au bout de 4 visites, il aura le droit d'être seul et de sortir du centre avec la petite. Et nous, on ne le surveillera pas pendant les visites de toute façon. Elle dit, on n'a pas le personnel pour, on n'est pas là pour ça. Déjà, il avait porté plainte pour fausses accusations et dénonciations calomnieuses, suite à ma plainte. Ensuite, quand j'ai parlé avec cette femme de ce centre, à un moment, je vais lui dire que c'est un pervers. Donc lui, il va m'insulter de connasse. Et là, elle va couper elle va s'en mêler, elle va dire non, non, vous ne parlez pas comme ça. Je dis attendez, je dis moi pervers, c'est pas une insulte. Je dis moi c'est un fait, c'est un constat. Je dis moi j'ai des preuves. Je dis un père qui fonce dans la chambre prendre un sextoys avec son bébé dans les bras, c'est un pervers. Et donc il va déposer plainte à la gendarmerie pour ça, pour injure non publique, voilà, ou pour fausses accusations. Ensuite, dans un échange d'SMS où il me dit je suis le père de la petite, je lui réponds tu n'es pas son père, tu es son violeur.
Et là, il retourne à la gendarmerie porter plainte pour injure non publique. Et ça va être tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois, je vais être convoquée quasiment à la gendarmerie. Voilà. J'ai eu le droit à tout. Menaces de mort réitérées. C'est du harcèlement, quoi. Ah ouais, complètement, complètement. On a un premier, donc apparemment le vice-procureur qui a classé ma plainte, sans suite. Donc on a contesté le classement sans suite. Et donc là, c'est l'avocat général, donc c'est le substitut du procureur général qui à ce moment-là me répond par écrit. Et là, il va me répondre que effectivement, le comportement du mis en cause sur les images filmées à son insu interroge, notamment le fait qu'il manipule des sextoys en compagnie d'un enfant, qu'il avait dans les bras, mais qu'en l'absence de preuves médico-légales probantes, il classe. Et là, je me dis non, mais je reçois le papier. Alors, en fait, c'est toujours pareil, c'est une colère. Une colère, pour ne pas dire une rage, à chaque fois que je reçois des choses comme ça. Je me dis, mais c'est un procureur, son travail, c'est la recherche de la vérité. S'il s'interroge, qu'il se questionne donc sur le comportement d'un mis en cause avec des preuves qui établissent les faits, il n'est pas censé classer. Il est censé désigner un juge d'instruction. Il est en train de me dire qu'il ne fait pas son travail et il me l'écrit noir sur blanc, c'est parfait. Donc, je porte plainte en constitution de partie civile, puisqu'il ne donne pas suite à ma plainte. Et j'attends 1 an et demi avant la désignation d'un juge d'instruction. J'ai eu la nomination d'un juge d'instruction. La France doit agir de toute urgence pour protéger les enfants des abus sexuels au sein de la famille et s'attaquer aux traitements discriminatoires et aux violences subies par les mères qui tentent de protéger leurs enfants de la prédation sexuelle. Malgré des allégations crédibles d'abus sexuels et de violences incestueuses sur des enfants par leur père, la France a fait peu de cas des principes de précaution et de l'intérêt supérieur de l'enfant et a autorisé la maltraitance de leur mère. Des mesures urgentes doivent être prises. J'ai eu 4 audiences JAF, 3 audiences juge des enfants. J'ai eu une audience devant la déléguée du procureur pour non-représentation d'enfants, une première fois. Ouais, donc l'audience devant la juge d'instruction, rien qu'au mois de décembre, j'ai déjà eu 3 audiences. Voilà, là j'en ai encore une en février et j'en ai une autre en mars, suite à sa plainte pour harcèlement. En fait, je passe ma vie au tribunal, quoi. J'ai plus de vie. Voilà, soutien, elle en a besoin. Et pour toutes les mamans aussi. Vous venez de loin? De Saône-et-Loire. De Saône-et-Loire, vers Bourgogne du Sud, carrément. Voilà. On est à fond avec Séverine parce que toutes ces mamans qui sont désespérées, que la justice n'est pas rendue comme il faut, des mamans, ce sont toutes des mamans très... je sais pas, quoi. Je veux dire, il y a c'est indescriptible, quoi, tellement c'est au fond de nous. Je pense à mes petits-enfants, je pense à tous ces enfants ces familles qu'on ne respecte pas, quoi. Je veux dire, c'est vraiment... voilà. Malheureusement, il y en a de plus en plus. Oui. Ça aussi, c'est oui. lamentable. En fait, les coupables deviennent plutôt les victimes. Voilà, exactement. Donc c'est quand même pas normal, quoi. Voilà, on a des lois, mais les lois, on dirait qu'on trouve tellement d'autres lois pour contrecarrer la loi que finalement, on s'en sort plus, quoi, dans ce système.
Solliciter un huis clos pour ce genre d'affaires, c'est incompréhensible. C'est parce qu'on ne veut pas, justement, qu'il soit entendu ce qu'on allait dire. C'est tout. Mais là, quand vous êtes face à ce huis clos, vous n'avez pas envie de taper un petit peu du poing sur la table ou... J'ai tapé du poing sur la table, mais vous n'avez pas entendu. C'est l'enfant qu'il faut protéger, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qu'il faut protéger, non pas l'intérêt du père de voir son enfant alors qu'il y a des doutes très sérieux, démontrer qu'il y a... On sort brisé, on comprend pas en fait. J'arrive même pas à parler en fait, là je suis en état de choc. Je peux pas comprendre comment c'est possible. Mais voilà, c'est... Et quelle a été la réaction ou la parole qui a été de trop et qui vous a vraiment mis en colère par rapport à tout ce que vous avez entendu et tout ce qu'on vous reproche? Là c'est le procureur, pas la juge mais le procureur quoi. Qui m'hurle dessus, qui me traite de folle. En fait il dit que je suis instable psychologiquement sur aucun élément, ils font de ça quoi. Il y a des études, il y a des expertises psychologiques. Ouais. Bah, en fait, il dit que oui. Sur son interprétation par rapport au fait que je ne veux pas mettre ma fille en contact avec le père. Voilà. Que je suis. Il a dit plusieurs fois que j'étais dans la toute-puissance. Le procureur m'a hurlé dessus pendant l'audience. Mais hurlé dessus. J'étais choquée. Alors j'étais choquée, je savais plus quoi faire, comment réagir. Et je m'attendais pas à ça. Il m'a menacé de me mettre tout de suite en prison. Pourquoi? Parce que j'ai eu le malheur de lui couper la parole quand il était en train de dire que dans mon dossier, il n'y avait pas de preuves. Alors que dans mon dossier, il y a plein de preuves, des preuves matérielles, des preuves scientifiques. On était en train de parler du rapport du médecin légiste à ce moment-là. Et donc, il était en train de dire que le rapport du médecin légiste mentionnait aucune preuve, ce qui est faux. Et au moment où il est en train de lire, donc il dit, il parle de la lésion qui a été constatée par l'expert. Il lit le rapport et il dit toutefois, l'hypothèse d'une agression sexuelle ne peut être exclue. Et je lui dis, vous voyez. Et là, il se met à hurler dessus. Vous me coupez pas la parole. Je vous mets tout de suite en prison. Je suis là, je suis toute seule dans la salle. Du coup, il y a personne pour me soutenir parce qu'ils ont demandé le huis clos. Et je comprends pas ce qui est en train de se passer en fait. Ah bah l'incompréhension. L'incompréhension, l'injustice, s'acharner sur une dame qui n'a plus de moyens. C'est juste dégueulasse. Non, moi, je comprends pas. Là, c'est la colère, de la justice. Ce huis clos, comment vous l'avez vécu? Je pense que personne s'y attendait. Bah ouais, c'est clair. Je crois qu'ils ont voulu la punir, quoi. Pour lui hurler dessus, Ouais. s'acharner sur elle. Elle était sans défense. Enfin, elle était accompagnée de son très bon avocat, mais se retrouver seule au milieu de ces loups, c'est épouvantable. On continue à l'accuser en 6 mois de prison avec sursis que l'excision le procureur, c'est énorme. Dans ce genre d'affaires, c'est énorme. Comme je l'ai dit dès le début, il y a une injustice dans cette affaire en fait. Et on ne comprend pas pourquoi cette injustice. Pourquoi? Je me mets à la place de Séverine, c'est horrible ce qui peut arriver. C'est horrible ce qui peut arriver en fait, ce qu'on peut vivre. C'est dur de se battre pour protéger ses enfants. On est obligé de se battre pour protéger son enfant d'un papa violeur. Voilà, moi, j'étais là dès le début et je peux le confirmer, en fait. Enfin, ce qu'on a vu sur les vidéos, ça ne peut pas être... C'est pas un jeu qu'il faisait avec sa fille. On ne joue pas avec sa fille avec des sextoys. Le message qui est envoyé aujourd'hui est terrible, quoi. C'est-à-dire qu'en France, en 2025, protéger son enfant d'un danger avéré est un crime. Vous savez, la justice, elle est rendue au nom du peuple français. Seulement, le peuple comprend le combat qui est mené déjà depuis une bonne quarantaine d'années par Madame Eva Joly. Ce combat a mené des résultats, a fait prendre conscience au peuple qu'effectivement il fallait faire quelque chose.
Seulement, la justice a encore beaucoup de chemin à parcourir et la décision qui vient d'être rendue eh bien, témoigne de ce que je viens de dire. Vu l'audience, la tournure de l'audience et ce qui s'est passé en audience jeudi dernier, c'était l'horreur. L'horreur. Donc oui, on s'attendait à ce que je sois condamnée là. Hein. Vu ce que le parquet et le procureur a dit pendant l'audience, il a excusé monsieur qui n'était même pas présent à l'audience. Hein. Pour le procureur, c'est pas grave d'avoir des sextoys dans la main, quoi. Il le paye très cher aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit, monsieur le procureur. Il le paye très cher. Monsieur le procureur ne doit pas savoir que, en fait, en France, c'est interdit. C'est pas légal d'avoir des sextoys et un enfant dans les bras. Ça s'appelle de la corruption de mineurs. Comment vous repartez de cette audience? En fait, c'est ce que je disais avant de venir. Quoi qu'il allait se passer aujourd'hui, de toute façon, ça allait être quelque chose de bien. Soit j'allais être relaxée et donc il y aurait eu justice, soit je n'allais pas l'être et du coup, je pense que ça va aider toute la cause. C'est la même chose pour toutes les autres affaires à chaque fois. Voilà, on doit être complice. Si on n'est pas complice, on va en prison. Et c'est exactement ce que m'a dit le procureur la semaine dernière en audience. La place des femmes comme vous, madame, c'est en prison. C'est-à-dire la place des femmes qui refusent d'être complices des viols de leurs enfants, qui dénoncent l'inceste, est en prison pour le procureur de Grenoble. Pour moi, c'est une décision qui me satisfait finalement, parce que ça montre bien que la justice est embarrassée. Elle est lourdement embarrassée puisqu'elle ne peut pas prendre une décision de relax, sans quoi le parquet aurait immédiatement fait appel. Donc voilà, c'est une décision de Salomon, un jugement de Salomon. Et je m'y attendais et pour moi, c'est vraiment une décision qui m'intéresse puisque maintenant, on va faire appel, effectivement. Le procureur l'avait pressenti, ben voilà, on le confirme. On va faire appel de cette décision et devant la cour d'appel, eh ben, on remènera ce combat et on rappellera qu'effectivement, avant de condamner une maman pour un délit qu'elle commet pour sauver l'intérêt supérieur de son enfant, encore faudra-t-il savoir si la personne mise en cause elle-même est ou non coupable. Voilà, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Quelle est la chose, la parole en audience qui vous a le plus heurté? C'est la juge des enfants, très clairement. Cette juge en audience qui comprend. Elle comprend qu'il est coupable. C'est-à-dire qu'elle va me parler de vérité judiciaire. Bon, déjà, il n'y a pas plusieurs vérités, il n'y en a qu'une. Si la justice refuse de la voir, c'est pas à ma fille d'en payer les pots cassés, quoi. Ils ont tout sous les yeux. Et quand je parle avec cette juge et que je lui dis « Mais attendez, le mois dernier, j'étais avec la substitut du procureur qui me dit que mon dossier est aberrant, que les preuves sont incontestables et que les faits sont établis, que je n'ai rien à faire ici, qu'elle comprend ma colère et qu'elle classe ses plaintes. » Et je lui dis « Et vous, un mois après, vous me dites qu'il faut que je lui laisse la petite. » C'est pour ça que je dis dans mon témoignage à l'Assemblée nationale que la justice est schizophrène. J'ai dit, mais on ne peut pas me dire ça le mois d'avant et tout l'inverse le mois d'après. Elle est schizophrène ou complice? Je pense que certains juges se rendent complices, clairement. Alors, je ne dis pas qu'eux-mêmes sont comme ça, mais qu'en tout cas, ça ne les dérange pas. Cette juge, elle me dit, bon, écoutez, madame, elle me dit, vous savez, des erreurs judiciaires, il y en a tout le temps, c'est comme ça. Donc là, je la regarde. Elle me dit, mais il y aura une vérité judiciaire qui ne correspond pas à la réalité, mais il faudra bien vous y faire. Et là, je suis sans voix, je la regarde, j'ai l'impression d'être... non mais, j'ai pas bien entendu, je pense que... Et là, je lui dis, non, on peut pas se faire... Je dis, humainement, ce que vous êtes en train de me dire, c'est pas entendable. Je m'y ferai pas. Clairement, je m'y ferai pas. Et elle me dit, vous savez, madame, j'ai plein de mineurs dans mon bureau qui me disent « Je comprends pas, j'ai porté plainte contre mon père parce qu'il m'a fait ça. La justice a classé ma plainte, pourtant il m'a vraiment fait ça. » Et elle me dit « Bah oui, c'est terrible. Hein. » Et là, je la regarde, je lui dis « Alors attendez. » Et je lui dis « Qu'on ne mette pas quelqu'un en prison quand on a un doute, c'est entendable, on peut le comprendre. » Je lui dis « Mais le doute, il va dans les deux sens. » Je dis « On peut pas prouver le viol, mais on peut pas prouver qu'il n'a pas eu lieu non plus. » Je lui dis, personne ne va protéger ses enfants. Je lui dis, mais il y a personne qui, à un moment donné, va dire, bah écoute, on va pas mettre ton père en prison, mais par contre, tu le verras plus parce qu'on va te protéger quand même, quoi. Et elle me dit, ah non, mais madame, ça ne se passe pas comme ça. Je ne suis pas là pour vous faire un cours de droit pénal, mais ça ne marche pas comme ça.
Je sors de l'audience, je suis complètement sonnée, d'autant plus qu'elle m'a menacée de placer ma fille. Elle m'a dit, moi je suis pas là pour placer les enfants, en tout cas, pas votre fils. Ok. Mais donc, elle me dit, il va falloir obéir au jugement. En fait, vous avez un jugement JAF, vous devez amener votre fille voir son père. Là, je comprends que, en fait, elle veut me coincer. Donc, je lui dis, oui, ok, on va l'amener. Bon, bien évidemment que je ne comptais pas l'amener, mais j'avais peur qu'elle me place les enfants tout de suite à l'audience, quoi. On ira jusqu'au bout du combat. Là, il y a déjà une très grande avancée grâce à la juge d'instruction qui me redonne un petit peu foi et confiance en la justice. Donc il y a une mise en examen avec contrôle judiciaire et interdiction de rentrer en contact, ce qui aurait dû être fait il y a déjà 3 ans de ça. Ça a été 3 ans de nuit d'angoisse, en fait, de peur. La justice aurait dû m'éviter tout ça, en fait. C'est 3 ans d'enfer, en fait. Ça a été 3 ans d'enfer. Et maintenant, ma fille est protégée, et ça, en fait, c'est l'essentiel. Et on ira jusqu'au bout. Donc il faut que cet homme soit jugé et reconnu coupable, donc condamné pour ce qu'il a fait, si je veux pouvoir protéger ma fille jusqu'à sa majorité. Parce que sans condamnation, on sait qu'il aura la possibilité de la revoir. Et ça, c'est absolument pas envisageable. Le procureur de la République vous a demandé de vous retirer de notre documentaire. Il y a eu la même demande pour France 3. Non. Non. Pour France 2, c'était France 2, mais non, ni pour M6. Il n'y a pas eu de retour pour les autres médiatisations. Non, là, ça concerne uniquement la série, si j'ai bien compris. J'ai été aussi à des conférences sur l'inceste où j'ai encore des témoignages aujourd'hui qui me hantent, où il y a certaines mères qui prennent la parole et qui expliquent comment leur enfant s'est suicidé parce qu'elle les obligeait à aller voir leur père, parce que la justice obligeait en fait cette mère à amener l'enfant en visite chez le père, et l'enfant, à chaque fois qu'il retournait chez sa mère, se plaignait de viol, et elle lui expliquait que si jamais elle ne respectait pas les droits de visite du père, soit elle risquait d'aller en prison, mais qu'elle risquait aussi de perdre la garde de son enfant. Et donc son enfant s'est suicidé. Moi, j'ai entendu des témoignages comme ça qui me glacent encore le sang aujourd'hui. Et c'est insupportable. Et ça suffit. Donc non, il faut qu'on se batte ensemble. On a monté des collectifs. Je fais maintenant partie d'une association également pour pouvoir en fait mettre un terme à leur folie. On est à quel degré de folie, en fait, pour pouvoir nous obliger à laisser nos enfants avec ces hommes. On nous parle de présomption d'innocence, mais dans tous les cas, le doute, il va dans les deux sens. On est dans une impunité totale de ce crime, quoi. Donc, quelque part, en France, violer des enfants, c'est presque légal, quoi. C'est ça qui est fou. C'est comment on en arrive à des décisions de justice comme celle-ci et qui ne protègent pas les enfants. Je garde espoir. On y arrivera. En fait, on y arrivera, je le sais. On y arrivera. Parce que je suis pas seule. Et parce que je pense qu'ils sont allés trop loin. Que ce soit avec mon affaire ou d'autres affaires, j'ai l'impression que tout est en train d'éclater en ce moment, quoi. Je sais pas comment dire ça, mais la lumière est mise là sur l'inceste. Et maintenant, il va falloir qu'ils nous expliquent pourquoi ils traitent nos affaires de cette façon-là, en fait. Et pourquoi ils nous obligent à laisser nos enfants avec ces hommes. J'ai évidemment le cas d'une mère qui se bat depuis 2023 pour récupérer la résidence de ses 4 enfants. C'est un dossier qui me tient particulièrement à cœur parce que cette mère a appliqué le principe de précaution, justement. Il y a eu une enquête pour inceste et elle a arrêté de remettre les enfants au père parce que les enfants étaient très clairs, très très clairs dans leur dénonciation. Ils ont réitéré les dénonciations devant des experts, ils ont réitéré les dénonciations devant des officiers de police judiciaire et ils ont même réitéré ces dénonciations devant des magistrats. Et ce qui est terrible, c'est que c'était pendant une enquête qui était en cours, donc il n'y avait même pas de classement sans suite. Eh bien, on a retiré du jour au lendemain, à la fin d'une audience juge des enfants, la magistrate a appelé des services de police
Et elle a demandé à ce que la décision d'une juge aux affaires familiales soit exécutée sur le champ. Et on est venu, les officiers de police judiciaire sont venus arracher les tout petits enfants au bras de leur mère, qui étaient en pleurs, en train de hurler, qui étaient paniqués à l'idée d'être envoyés chez leur père. Et ce qui est terrible, c'est que cette juge aux affaires familiales qui a ordonné ce transfert de résidence l'a fait en se basant sur un rapport d'expertise d'une experte qui n'a jamais rencontré ni la mère ni les enfants. les médecins ont un pouvoir de dingue, un ascendant de dingue sur les patients ou les parents des patients.
bon, retardement des dangers publics, je vois pas comment on peut les laisser opérer auprès des personnes.